je suis Stéphane Fustec, secrétaire de la Fédération CGT du commerce et des services, donc une grosse fédération qui rayonne sur à peu près 120 champs professionnels différents. Quelles sont les plus grosses branches de votre fédération? Alors c'est la FCD, la grande distribution, qui est suivie de très près par les hôtels cafés-restaurants, suivie par la prévention sécurité et tout ce qui est service à la personne. Comment avez-vous perçu l'élection d'Emmanuel Macron? Bah écoutez, c'était une surprise, comme on en a beaucoup ces derniers temps. Donc c'est pas un inconnu pour nous, puisqu'on l'a déjà vu à l'œuvre sur un certain nombre de sujets. La loi qui porte son nom, tout d'abord, qui a permis la banalisation des ouvertures dominicales des commerces. Et puis la loi qui ne porte pas son nom, mais qui était de son inspiration directe, la loi travail, dite loi El Khomri. Donc oui, on sait à peu près à quoi s'attendre, et les premières annonces faites suite à son élection confirment un peu nos craintes. Quelles seront vos réactions aux ordonnances cet été? Ouais, il y aura, au même titre qu'on l'a fait pour la loi travail, une double réaction. On va battre le pavé, j'imagine, même si ça tombe en pleine période estivale. De toute façon, ça risque de durer un certain temps. Vous allez plus battre la plage que le pavé. Bah, on essaiera de battre les deux, d'alterner en tout cas. Et puis il y aura certainement peut-être des recours juridiques qui peuvent aussi payer parfois. Il y a quand même un certain nombre de normes mondiales, européennes, qui pour le coup sont protectrices parfois. Ce qui est un peu étonnant dans un modèle social comme le nôtre qui se dit exemplaire, on est parfois obligé d'aller voir du côté des normes européennes ou au niveau de l'OIT pour voilà, atterrir sur des textes qui ne nuisent pas aux intérêts des salariés. Quel est l'état d'esprit chez les syndiqués à l'horizon de ces ordonnances? Je crois qu'il est combatif. Il y a eu vraiment une appréciation de la loi travail qui a été très négative. Voilà, on est très suivi par les salariés en général. Il y a eu des sondages, bon, qui restent des sondages, mais on sent bien qu'on a une population et des salariés en particulier qui sont très remontés et qui sont très attachés à la protection que constitue encore le Code du travail, malgré le fait qu'il permette de nombreuses dérogations, ce qui le rend aussi lourd d'après certains observateurs. Est-ce qu'il existe un risque de débordement des fédérations ou des confédérations par la base des syndiqués? Oui, je pense qu'on a connu de telles époques avec des coordinations, je pense aux infirmières d'ailleurs. On voit qu'il y a des choses qui se radicalisent, on voit qu'on a quand même l'ultra-gauche qui a été extrêmement présente au cours de conflits loi travail ces derniers mois. Donc oui, il y a un vrai risque, on ne s'en cache pas, on s'en inquiète d'ailleurs, parce que pour nous, il est hors de question de cautionner la violence qui pour nous est déjà synonyme d'un échec en fin de compte. Vous venez de faire annuler une partie de la convention collective du service d'aide à la personne. Dites-nous en plus. Alors en fait, il faut remonter un peu en arrière. On a eu en 2012 la signature d'une convention collective par les syndicats dits réformistes, donc CFDT, CFTC et Dans la quelle branche? CGC, dans la branche des entreprises privées de services à la personne. Donc une branche qui est somme toute assez neuve, hein, puisqu'elle a été créée de façon tout à fait artificielle en 2005 par la loi Borloo, hein, qui a fait rentrer le secteur lucratif dans ce domaine un peu complexe et hétérogène des services à la personne. Est-ce que vous pouvez nous décrire rapidement la physionomie de cette branche et notamment nous dire quelles y sont les grandes entreprises? Alors, ça se transforme et ça se concentre, hein. On avait beaucoup de très petites entreprises et de PME. On assiste aujourd'hui à une concentration avec de gros acteurs qui s'emparent de plus en plus de secteurs de marché. Donc on a des entreprises bien connues qui ont pignon sur rue, du style O2. Voilà, des entreprises qui comptent plusieurs milliers de salariés. Et on a cet effet de concentration parce que pour que ça soit rentable, effectivement, il faut que les entreprises aient une surface importante. On a une petite entreprise en face de nous, par exemple, pour qu'elle vive bien, correctement, comme les marges sont faibles dans le secteur, il faut avoir une surface importante. Donc ce plan Borloo, il a créé ce secteur qui est en plein essor, hein, puisqu'il a une progression importante depuis plusieurs années en termes de création d'entreprises et de création d'emplois. Et donc il y a eu depuis 2008 la négociation d'une convention collective, voilà, puisqu'il en fallait une pour le secteur. Négociation qui a duré plusieurs années, qui a été très compliquée. Voilà.
et qui a donné lieu en 2012 à la signature, donc je vous le disais, par les 3 syndicats dits réformistes de cette convention collective, dont les dispositions n'étaient pas acceptables pour nous. Voilà. Puisqu'on est dans un secteur d'activité très sensible, avec un salariat très précaire, essentiellement des femmes, donc on sait très bien que les métiers à forte prédominance féminine, c'est des conditions de travail difficiles, et on a un texte conventionnel qui venait aggraver tout ça. Par exemple? Alors il y a quelques points qui bien sûr nous ont fait réagir, voire surréagir. C'était le paiement forfaitaire des nuits, voilà, pour s'occuper de quelqu'un, c'est 10 € la nuit. Donc c'est tout à fait hors norme, on revient à un système d'heures d'équivalence qui ne va pas dans le sens de l'histoire, puisque ces heures d'équivalence, on les a abandonnées dans d'autres secteurs, comme l'hôtellerie-restauration. Il y avait l'absence de paiement entre 2 missions, donc on a des femmes qui ont une amplitude de 12 heures et qui sont payées 4 heures. Voilà, donc là aussi, c'est en termes de santé, de pénibilité, ça pose un problème. On a la faiblesse du remboursement des frais kilométriques. On a des salariés qui sont appelés à utiliser leur véhicule personnel et on les rembourse royalement à 12 centimes d'euros du kilomètre. C'est-à-dire c'est le prix, c'est le barème fiscal pour une mobilette. Donc on a des salariés, et moi j'ai des témoignages très fréquents, qui en fin de compte travaillent pour payer leur essence et les réparations de leur voiture. Voilà. Donc ça fait partie des points vraiment inacceptables. Il y avait aussi des dispositions sur les conventions forfait jour qui n'étaient pas assez complètes au sens de la loi. Et cette décision du Conseil d'État, elle est super intéressante parce qu'il nous donne raison sur la plupart de ces points. Et puis surtout, vous parliez de la loi Macron et d'éventuelles futures ordonnances. Cette décision du Conseil d'État, c'est la démonstration parfaite de l'aspect protecteur du Code du travail. Parce qu'on a aujourd'hui des organisations syndicales qui sont capables, et c'en est la preuve, de signer des textes régressifs et qui ne respectent pas les lois de la République, et ça pose ce problème. Donc on est très attaché à cette protection du Code du travail. Mais la convention collective dans son ensemble n'est pas annulée. Alors maintenant, que va-t-il se passer puisque elle comporte des trous qu'il va falloir combler? Effectivement, la convention n'est pas annulée. Alors, il peut se produire 2 choses. La première, et c'est celle que je souhaite en priorité, c'est qu'on réouvre des négociations sérieuses, qu'on prenne en compte la pénibilité de ces métiers qui est reconnue. Le taux de sinistralité est absolument phénoménal et connaît une augmentation impressionnante dans le secteur, plus 3,5%. Donc il y a un taux de sinistralité plus élevé dans les services à la personne que dans le bâtiment. Voilà, c'est moins impressionnant parce qu'on ne monte pas sur un échafaudage, mais ceci dit, le résultat est là, la sinistralité est grande. Donc renégociation, c'est la piste numéro 1, celle qu'on privilégie. On espère que du côté du patronat, on sera entendu. Et puis la deuxième solution, alors, qui est nettement moins satisfaisante, mais qu'on aidera les salariés à mettre en œuvre, c'est un peu la guérilla juridique, la saisine des conseils de prud'homme, avec le plus grand nombre de dossiers possible. Mais enfin, je le répète, c'est pas du tout la piste qu'on priorise, mais malheureusement, parfois, on est obligé d'en arriver là. Que pouvez-vous nous dire de l'intersyndicale à Paris, dans le commerce, qui s'appelle ClicP, et quelles sont vos relations avec cette intersyndicale? L'intersyndicale a toujours du sens, hein, dès lors qu'elle produit des résultats et dès lors qu'on a des objectifs communs. Après, la difficulté, c'est que Paris n'est pas la France. Certains observateurs aiment à nous le rappeler, et la bataille du dimanche ne se mène pas qu'à Paris, même si elle est plus visible à Paris, bien évidemment, puisque c'est ici que se concentrent les lieux de pouvoir, les médias. Mais cette bataille autour du travail dominical, elle est beaucoup plus complexe que ce que le ClicP a circoncis. Voilà. Après, nous, on est toujours observateur de ce qui est fait par l'intersyndicale. On a fait des choses en commun au demeurant, et tout ce qui va dans le sens de la protection du repos dominical pour les salariés de nos secteurs nous intéresse, quoi qu'il arrive. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire du mécanisme de la pénibilité? Certains employeurs disent que la pénibilité, c'est une façon d'indemniser la pénibilité et pas de la combattre. Qu'est-ce que ça vous inspire? Je pense qu'il y a effectivement cette dérive un peu indemnitaire qui n'est pas satisfaisante, parce que la santé n'a pas de prix, et on le voit autour des questions les plus vives, le travail de nuit par exemple, on négocie des primes de nuit. Enfin, c'est pour moi une aberration quand on sait que statistiquement on vit quand même quelques années de moins quand on travaille de nuit. Est-ce que ça a un prix? Enfin, pour moi, il faut bien sûr privilégier la mise en place de repos
compensateur, de choses qui prennent soin de la santé des salariés. On vient de sortir d'une campagne pour défendre les femmes qui ont fait des fausses couches au travail, par exemple. Et on s'est aperçu, on a organisé un meeting qui a rassemblé 600 personnes. On a eu un témoignage très fort d'une caissière qui avait été confrontée à ça, ça a un peu défrayé l'actualité, il y a quelques semaines. Et on s'est aperçu dans l'Assemblée que du coup, ce témoignage libérait la parole et que les gens avaient plein d'exemples, que presque tout le monde avait eu un cas similaire dans son entreprise sans que ça n'ait ému personne. Donc voilà un petit peu où on veut aller, c'est qu'effectivement pour nous la pénibilité ne se règle pas par l'indemnité, mais vraiment par des dispositifs de protection forts. C'est valable pour les femmes enceintes, comme pour d'autres corps de métier, comme pour les travailleurs de nuit. Il y a vraiment des dispositifs à améliorer. Le président Macron a beaucoup parlé de retraite par points, de réforme systémique des retraites. Qu'est-ce que ce système vous inspire en l'état? Pour nous, toute la protection sociale est basée sur la solidarité. Donc forcément, dès lors qu'on sort de ce principe de solidarité, avec toutes les bonnes raisons du monde qu'on peut invoquer, effectivement, on n'est pas du tout d'accord. Donc il y a un vrai problème de fond philosophique, je dirais. On est très attaché à ce qui existe. Et je ne pense pas que ce soit passéiste d'être attaché à une protection sociale solidaire. Bien au contraire, je crois que c'est ce qui peut la faire continuer à exister. Mais il y a quand même un paradoxe à la CGT, puisque vous déclarez votre attachement à la solidarité, et en même temps vous êtes le premier syndicat à combattre le maintien dans les régimes spéciaux. Donc comment vous conciliez ces contradictoires, puisqu'on a l'impression d'un double discours? C'est pas forcément un double discours, c'est la protection d'acquis particuliers qui ont été acquis dans des contextes historiques et sociaux voilà, qui les ont créés. C'est pas un double discours que de les défendre et ça remet pas en cause ce que j'ai dit avant, à mon sens, mais après on peut toujours bien sûr interpréter selon ça.